Yo les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine pas que la Ligue 1, mais aujourd'hui on va parler des clubs français, les clubs français en Ligue des Champions, une compétition forcément qui nous tient à cœur à tous les fans de foot, une compétition cette année qui est assez dominée par un certain club qui n'est pas dans mon cœur, voilà je le dis, le club d'Arsenal, mais qui est le club de celui qui est ici avec moi et que je vais présenter parce que c'est ça, c'est ta première du coup Charbo. Charbo, comment tu vas? Ouais, ça va et toi, ça va. Merci de m'inviter encore une fois. Je suis très content de participer à cette émission, donc let's Ouais. go. C'est ça. On t'avait vu vite fait donc dans un micro 11 pour parler un peu de justement de la Ligue des Champions. Donc là pour le coup c'est l'occasion de te retrouver sur un format beaucoup plus long pour lequel on pourra discuter autour des trois clubs PSG, Marseille et Monaco. Ça tombe bien. Enfin je suis fan du PSG et tu es malheureusement fan de l'OM. Donc du coup on va pouvoir On va pouvoir chacun donner ses petits points de vue. Voilà, exactement. Et puis Monaco qui va se glisser au milieu. Mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses à dire sur eux. Ben écoute, on va démarrer directement. Hein. C'est vrai que ce Foot Kitchen, ça fait un petit temps qu'on n'est plus là. Désolé, on essaie de trouver le rythme de croisière. Mais là, on va pouvoir garder les bonnes habitudes d'aller directement droit au but. Et donc, on va parler des trois clubs. Ben écoute, on va démarrer avec ton club. Hein. C'est quand même toi qui es à l'honneur aujourd'hui. Donc, parlons de Marseille un peu. Quel est l'élément que tu retiens de Marseille pour l'instant après 5 journées? Parce qu'à l'heure où on enregistre, on vient de passer la cinquième journée. Un bilan assez mitigé des 5 premières journées, hormis, on va pas polémiquer comme le font Deserbi et Benassia sur l'arbitrage. L'arbitrage, il a été ce qu'il est. De toute façon, on ne pourra jamais revenir dessus. Moi, c'est plus sur le contenu et les tenants et les aboutissants du jeu marseillais, où moi, je me pose des questions encore aujourd'hui sur le plan de Deserbi par rapport à ses joueurs phares. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'absents de joueurs clés. Mais je me demande en fait quel est le plan de jeu finalement en Ligue des Champions qu'il veut mettre en place. Est-ce qu'il veut mettre de la folie? Est-ce qu'on on essaie d'une équipe qui garde le ballon ou plutôt de contre-attaque? Et en fait, on sait toujours pas quel genre d'équipe on est. Moi, en fait, je me pose beaucoup de questions. On Et avait amené De Zerbi pour le fameux De Zerbi Ball, en plus qu'on voyait à Brighton. Jusqu'aujourd'hui, c'est j'ai pas ça. l'impression qu'on le retrouve. Non, on ne leur trouve pas ces éléments forts. Moi, en étant grand fan de l'APL, ce que j'appréciais chez des arbitres, c'est que ça repartait du gardien. Hormis aujourd'hui, le gardien qui joue tout le temps en Ligue des Champions, c'est Rulli. Et Rulli, le jeu au pied, c'est pas ça. Là où le deuxième gardien, le Hollandais, est très fort. Delange, il joue pas beaucoup, mais les matchs où il joue, bah, on peut repartir proprement et ses relances sont toujours bonnes. Il a une qualité de pied qui est assez extraordinaire. Au-delà de ça, je trouve que sur le match de Newcastle, qui résume un petit peu la tangente de Marseille, où pendant le premier quart d'heure, 20 minutes, on n'y est pas du tout. On prend un but assez tôt, sur des erreurs assez bêtes, où on est beaucoup trop passif, et où après, je sais pas si c'est la mise en rythme, ou c'est le stade Vélodrome, encore une fois, qui intimide un petit peu les joueurs, où bah, on a retrouvé une équipe qui est conquérante, qui défend vers l'avant, et qui s'appuie sur ses armes fortes. Donc, bah, Greenwood, forcément. Et, et le petit Belge au milieu de terrain qui me fait plaisir. À côté, t'as Højbjerg aussi qui est sur la tangente. Donc, en fait, on est sur un peu une équipe qui redécouvre un petit peu la Ligue des Champions et aussi qui se cherche encore parce qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'équipe, il n'y a pas vraiment de joueurs, hormis Aubameyang et un petit peu Pavard, qui ont de Hein. l'expérience finalement en Ligue des Ouais. Champions. C'est une équipe assez novice. Donc on sent encore que bah oui, il y a des failles, oui, il y a des choses à travailler, mais c'est pas une équipe pour moi, c'est une équipe qui mérite pas d'être dans le top 8, ça c'est une sûr et certain, D'accord. mais c'est une Ouais. équipe qui peut aller chercher les playoffs largement. Ouais. Sur ce que je vois sur les autres équipes, ils ont rien à envier aux autres. Mais Ouais. il va falloir que des Derby, après, il compose aussi avec ses absents et tout ça, c'est trouver le collectif pour aller vers l'avant et je parle pas forcément de prendre hyper plaisir, mais d'être cohérent. Tu pousserais vers allez,
le fait que le deuxième gardien soit désormais le gardien titulaire en Ligue des Champions pour pouvoir mieux imposer le deuxième ball, un peu comme certains clubs le font, hein, avec notamment moi qui suis belge, ben, au club de Bruges, le gardien en championnat, c'est pas le même qu'en Ligue des Champions. Tu pousserais pour la même chose? Pas forcément, parce que Rulli nous a tellement sauvés sur plein de matchs que ce serait compliqué de le mettre sur le banc au vu de ses performances. Hmm. Non, moi je pense qu'il faut trouver l'équilibre. Je pense que Hmm. contre une équipe, contre Newcastle, effectivement, je pense qu'avoir un gardien qui relance correctement au pied, on sait que tu sais que Barnes, genre comme Barnes, Guimarães, euh, j'ai oublié Harvey, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Enfin bref, tu sais que c'est des joueurs qui vont venir te chercher. Ils vont Hmm. venir te chercher, ils vont t'imposer un rythme. Et mais avoir un gardien qui peut jouer, qui peut casser des lignes, ça aurait pu être intéressant. Oui, Après, c'est ça vrai. n'enlève pas au super match que Rulli fait, et voilà. Mais, euh, mais oui, effectivement, moi j'aurais tendance sur certains matchs où tu sais que tu vas avoir la possession, tu sais que l'équipe en face va venir te chercher. Pourquoi pas un gardien qui est capable de relancer sur 20-30 mètres assez aisément, comme le faisait. Enfin, Ederson, pour moi, c'est la référence au pied. J'insiste Au pied. beaucoup là-dessus. C'est la référence au pied pour les gardiens parce que t'avais beau aller chercher City, tu savais que sur une passe sur 40 mètres, bah, Hmm. t'avais plus qu'à faire les 40 mètres adverses dans l'autre sens. Donc oui, ça peut être intéressant. Mais, Hmm. euh, mais moi, ouais, ça manque un peu pas de folie, mais d'expérience. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Après, effectivement, je crois que avec le manque d'expérience, et effectivement le fait qu'il faille combler les blessures, etc. Effectivement, je rejoins le fait que je crois que cette équipe de Marseille peut viser les playoffs, pas le top 8, ça c'est sûr, mais les playoffs. Quand je regarde leur match qui reste, du coup, il y a l'Union Saint-Gilloise, Liverpool et Club de Bruges, je, je me dis que c'est quel Marseille qui va affronter ces trois équipes-là? Est-ce que c'est le Marseille que je vois actuellement, c'est-à-dire qui est capable de gagner le match qu'il est censé gagner. Je veux dire, à part contre l'Atalanta, qui pour moi est un non-match, qui aurait dû résulter d'un autre score. Tu perds contre un Real, je veux dire, c'est pas une honte de perdre contre le Real, d'autant plus que c'était un doublé de Kylian, certes, deux buts sur penalty, mais bon, ça arrive à beaucoup de gens de perdre contre le Real. Tu perds contre Sporting qui a pu jouer à 11 contre 10 parce que je pense qu'il y en avait un qui a reçu une rouge. Emerson, ouais, Emerson qui Voilà, prend rouge. c'est ça. Et assez tôt, enfin assez tôt. En tout cas, ça laisse, il y avait encore beaucoup de minutes encore à avoir. Donc, je me dis, bon, ce Sporting-là, tu perds contre eux à 11 contre 10, pourquoi pas. Ça fracasse, je crois, l'Ajax quand même à un moment donné. Donc, je me dis, c'est un Marseille qui peut gagner les matchs qu'il est censé gagner, sauf contre Atalanta, et qui perd les matchs qu'il est censé perdre. Alors, je me dis, tu vas jouer contre Liverpool qui est en mauvaise santé, contre l'Union Saint-Gilloise qui est abordable et contre le club de Bruges qui peut sembler abordable, mais attention quand même. Je me dis que cette équipe-là est censée aller en playoff. C'est le prono en tout cas que je fais. Euh, ouais, c'est le prono que je fais sur ces trois derniers matchs. Je pense que vraiment l'OM peut, pour moi, faire un 9 sur 9 à condition que le Liverpool reste comme il est actuellement, c'est-à-dire en mauvaise santé. Ce ne sera pas un match évident, mais je veux dire, euh, on a beaucoup admiré le doublé de Bameyang contre Newcastle récemment, mais je pense qu'il est là pour ça. On l'a acheté pour ça, sur cette scène-là européenne. Et contre Liverpool, pour moi, il a les qualités. Enfin, c'est pas un match, c'est pas un 1 contre 11, hein, il joue en équipe, hein, mais au final, celui qui doit conclure Aubameyang face à une telle défense, ces trois défenses, Lyon, Saint-Gilloise, Club de Bruges et Liverpool, ça peut le faire. Maintenant, voilà, à voir quel est le projet de Zerbi tactiquement, mais je pense pas, enfin, je n'imagine pas ce Marseille sombrer tactiquement dans les trois derniers matchs, malgré effectivement une vraie irrégularité, ça, c'est sûr. Bah, en fait, il va être là un peu le souci de Marseille, ça va être de qu'est-ce qu'on va gérer. Ouais. On sait qu'on a des joueurs qui vont partir à la CAN aussi, Oui. ça va être un vrai sujet. Je parle surtout pour les deux derniers matchs. Après, sur l'Union Saint-Gilloise, moi, je pense qu'on peut gagner, mais le problème de Marseille, c'est l'irrégularité. En parlant de Pierre-Emerick Aubameyang, Aubameyang est capable de se sublimer. En fait, il y a eu deux mi-temps. On a Ouais. eu deux Aubameyang. La première mi-temps,
très, alors, toujours dans énergivore et très bon dans la remise, tout ça, mais pas clutch. Je pense Ça, qu'à la mi-temps, on peut repartir avec 1-1, voire même 2-1 déjà pour Marseille. Et après, s'il met ses deux autres buts, c'est encore un autre match. Mais on a deux Aubameyang, mais après, il faut qu'il soit servi aussi correctement. C'est là où voilà. Greenwood ou Paxao, que moi je trouve un peu trop individualiste. Alors peut-être que lui, il sent que les autres sont un peu plus connectés entre eux, parce que lui, il faut savoir qu'il est quand même arrivé un petit peu après, entre sa blessure, entre son transfert, sa blessure. Donc il a fallu qu'il se remette en rythme assez rapidement quand même. Euh, je trouve qu'il cherche encore peut-être encore sa place. Peut-être que les autres sur le terrain, des fois, j'ai l'impression qu'on le cherche encore. Moi, ça va être un peu tout ça, ça va être un peu tous ces éléments-là. Et aussi, ça va aussi dépendre d'un autre joueur, enfin de notre charnière. Ça va être Pavard et Balerdi. Le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un but, ils sont souvent impliqués. Ouais, Et de la très mauvaise façon, parce que c'est pas juste un duel qu'ils ont perdu. C'est on prend pas son joueur, où on est mal orienté pour défendre. Et Balerdi, moi je l'ai toujours défendu, sauf qu'aujourd'hui, il est capitaine de l'Olympique de Marseille et il doit upgrade. bien sûr. À un moment donné, il faut passer un cap. Pavard, on l'a emmené, on l'a fait venir pour faire justement passer ce cap-là, pour rassurer. Et là, je me rends compte que quand on n'a pas Medina, qui n'a pas une expérience non plus folle avec des champions, il a joué qu'une seule fois avec Lens, Havertz, qui n'a pas non plus une expérience européenne immense, bah, c'est ces deux-là qui nous manquent et c'est ces deux-là qui sont vraiment pour moi les patrons. Balerdi, il est patron de façade parce que il a, il a le vécu à Marseille et c'est un peu ça qui est un peu dommage. Mais mais oui, pour moi, il faut au moins, si tu t'en sors sur les deux prochains matchs avec 4 points, pour moi, tu restes dans les playoffs. Après, Ouais, Tac de Bruges, on verra comment ça se passe. Mais ouais, pour moi, si tu fais au moins nul contre Liverpool et que tu bats, pour moi, c'est Saint-Gilloise où il va falloir tout donner, tu les bats. Après, Liverpool, tu prends un point, tu prends un point. Et le dernier match, il se passe, mais il faut au moins prendre 4 points. Sur ouais, les c'est prochains sûr. matchs, il faut au moins prendre 4 points. Tu prends Ouais, ces non, je 4 vois. points-là, tu te rassures. Tout à fait, tout à fait. Bon, on verra du coup ce que ça va donner. On sera attentif à à la suite de leur journée. On va passer du coup au deuxième club. J'ai envie de parler de Monaco. J'ai envie de parler de Monaco parce que en fait, bah, ça reste aussi un peu dans la zone. Ils sont playoffables actuellement, mais c'est assez compliqué. Actuellement, Monaco, à l'heure où on se parle, est la deuxième pire attaque des équipes playoffables. Derrière Paphos, contre qui ils ont joué récemment. Comme je dis, on enregistre à l'heure actuelle, après avoir vu le match de Monaco contre Paphos, 2-2. Paphos est la pire attaque et a réussi à mettre deux buts contre Monaco. C'est déjà la preuve aussi que même défensivement, c'est pas trop ça. Euh, il y a une impression visuelle d'une fébrilité défensive et d'un manque de qualité offensive. Alors que je trouve qu'il y a quand même certains joueurs qui ont de la créativité dans les pieds, qui ont de la vista dans les pieds. La finition n'a jamais été la signature première de Monaco. Je veux dire, il n'y a jamais eu enfin, jamais. Ces dernières saisons, il n'y a jamais eu de grands buteurs. On a cru à Biret à un moment donné. Il y avait bien sûr Ben Yedder qui bien sûr n'est pas là. Là, je parle de la Ligue 1, pas en Ligue des Champions, mais ça n'a jamais été vraiment le club qui a toujours su produire ce numéro 9 là, ou en tout cas ce buteur-là en question, même s'ils ont eu des joueurs qui étaient assez réguliers. Maintenant, si, voilà, dont acte, ils ne savent pas marquer, dont acte, ok, ils mettent 6 buts actuellement, ok, je pense qu'il serait bon pour eux alors de prendre exemple sur une équipe comme Atalanta, par exemple, qui est aussi à 6 buts marqués, mais qui eux sont dixièmes, à 2 points du deuxième, dont on parlera, parce que c'est un club français forcément, mais dixième à 2 points, qui ne mettent que 6 buts, mais eux leur truc c'est quoi? C'est que Atalanta c'est une équipe qui actuellement effectue une sorte de round d'observation en première mi-temps, parvient à fermer le jeu et parvient à accélérer le jeu en deuxième mi-temps, parce que la majorité, très grande majorité de leurs buts sont en deuxième mi-temps. Après avoir réussi à fermer le jeu, ils ont des joueurs comme De Ketelaere et Lokman, désolé mais avec eux tu as le choix pour accélérer le jeu à un moment donné, quand les particules se fatiguent chez l'adversaire, toi tu as l'occasion d'accélérer, c'est ce qu'ils font, et ensuite ils referment un peu à la catenaccio. Et je trouve que ça, c'est un peu ce qui manque à Monaco, où ils ne parviennent pas à... Déjà, la majorité des buts, ils le mettent assez rapidement dans le jeu, c'est très bien, mais ça t'expose. Ça t'expose dans le fait où tu dois soit réussir à jouer avec solidarité,
pour conserver le nul, conserver le zéro derrière, ou alors pour en mettre davantage, pour alourdir un peu le score. Et je trouve que c'est ce qui manque un peu. Il manque de la solidarité dans le jeu de Monaco. Et Pocognoli, que j'aime beaucoup, que j'ai pu observer du coup ici en Belgique, est un très bon coach, mais actuellement, c'est pas le jeu auquel je m'attendais avec lui à Monaco. Alors, est-ce que c'est à cause de lui? Est-ce que c'est surtout à cause des joueurs? C'est toujours la question qu'on pose quand tu changes de coach et qu'il n'y a pas le résultat escompté, la maillot ne prend pas. Et je vois, et j'ai envie de te lancer en plus là-dessus, je vois enfin, le buzz, et non, c'est normal hein, que le retour de Pogba crée dans l'effectif. Ma question, c'est est-ce que le simple retour de Pogba va pouvoir résoudre les soucis auxquels Monaco fait face? J'ai pas l'impression, mais j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Bah, en fait, Monaco, je trouve que c'est l'une des équipes les plus frustrantes de la Ligue 1 depuis des années. Mm. Parce que ils ont le potentiel, et je parle pas que financier, hein, ils ont le potentiel pour concurrencer Paris largement, dans le sens où il y a un cadre quand même. Ils ont eu des super coachs qui se sont succédés sur le banc. Moi, j'aimais bien Adi Hutter avant. Il y Ouais, avait un pareil. projet de jeu qui était assez concret. Il y a un nouveau coach qui arrive. Déjà, faut qu'il rattrape les points qu'il a entre guillemets perdus avant. Il a un effectif qui a été décimé quand même aussi par les blessures et qui a pas aidé. Ce qui a pas aidé, je trouve ça un peu culotté, c'est que les gens ils disent oui, mais Adi Hutter, il n'était pas capable de. Ouais, mais lui, il a été tributaire aussi des blessés. Bien sûr. On lui a dit, on lui fait, enfin, on lui offre Pogba, mais Pogba pas prêt, où il faut le remettre en condition. Donc, ça a créé de l'attente, tout ça. Donc, en fait, moi, je pense plus qu'il y a une faiblesse mentale très propre à Monaco, un peu comme Nice en Europa League, enfin en Europe en général. Et cette faiblesse-là, tu peux pas la combler. Euh, Ça va mettre du temps parce que t'as beaucoup de jeunes joueurs quand même à Monaco. Oui. Ça, faut pas se l'enlever. Peu d'expérience. Et en Ligue 1, c'est la même chose. Mm. Même si en Ligue 1, c'est sur la durée, donc tu as des matchs pour te rattraper. Mais la Ligue des Champions, sur C'est le tout de nouveau suite. format, ouais, voilà. Même si le format, on peut se dire, bon, tu peux te permettre de rater 3 4 matchs. Mm. Ouais, mais oui et non. Parce que c'est coup près. Là, on voit Mm. bien, Marseille, ils ont raté l'Atalanta. Ok, ils sont playoffables. Mais derrière, si tu perds tes 3 prochains matchs, c'est Oui. finito. Et puis tu tombes contre Rappelle-toi. qui? Tu tombes contre qui en playoff? Dans Ouais, ce nouveau format, tu peux tomber comme contre un Barça, tu ne sais pas. ouais, tu sais pas du tout. Tu peux tomber sur une équipe comme l'année dernière du Real Madrid qui était mal en point ou comme le PSG et qui Mm. se réveille en mois de février-mars et tu te fais allumer. Donc, Mm. non, pour moi, Monaco est très frustrant parce qu'il y a du potentiel, mais ça va venir. On sent que le coach, il essaie d'imposer quelque chose, mais pour moi, c'est plus les joueurs le problème. Ouais. Les joueurs, je ne sais pas s'ils en ont marre, parce que si tu regardes bien dans la chronologie de Monaco, presque tous les 2 ans et demi, ils changent de coach. Ouais. Et à chaque fois, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle philosophie, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Donc ça veut Mm. dire qu'il faut tout recommencer. Comme Marseille à un moment donné. Euh, je sais pas si c'est une caractéristique des clubs du Sud, mais c'est très compliqué pour un coach de mettre des choses en place si il sait que dans 1 an et demi, il va partir. Et Même surtout que si d'autres clubs le essayent club du Sud, de le le plus gros relancer. club du Sud, c'est vous, hein. C'est Ouais, Marseille et ouais. Monaco. Donc, euh, donc ouais, pour moi, c'est très compliqué pour ces équipes-là d'être performantes en Ligue des Champions. Parce que tu vas pas forcément, Monaco va plus. Avec le fair play financier qui a été mis en place, ils peuvent plus attirer de gros joueurs comme ils ont pu aller chercher Rames, ils ont pu aller chercher Falcao. C'est terminé parce qu'il faut avoir aussi des résultats en championnat. Ils peuvent, en vrai, ils peuvent se le permettre parce que l'argent circule, mais tu peux pas aller. Je prends un problème qui nous a concerné Arsenal. À un moment donné, on avait les moyens d'aller chercher des gros joueurs. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas leur promettre? De Mm. finir quatrième, de finir cinquième, parce qu'à cette époque-là, on finissait même pas, on était même pas en Ligue des Champions. Et là, Monaco, ça se qualifie encore in extremis à chaque fois, ça finit troisième, ça va en barrage, ça se qualifie. Mais un top joueur, il va pas se dire, bah non, mais voilà. Et tu peux pas avoir de joueurs d'expérience. Pogba va faire du bien.
mais Pogba en forme. Pas un Ouais. Pogba qui va jouer que 25 minutes. Hmm. Et qui Un n'est même pas Pogba en repris forme. d'ailleurs, hein, parfois, Ouais, précisons-le. et je pense que le coach, il est pas fou. Le résultat serré, euh, il sent que son équipe prend pas le dessus. Il va pas balancer Pogba dans un match rugueux. Hmm. Parce que pas faux, ils ont rien lâché. Hmm. Ils ont rien lâché, pas faux. Donc oui, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse mentale et je pense que le coach aussi, c'est pas non plus, c'est pas un coach qui a des millions de matchs en Ligue des Champions aussi. Donc en fait, c'est des groupes jeunes. C'est des groupes jeunes. Donc Monaco, ils souffrent ils sont un peu candides sur les buts qu'ils prennent. C'est super. Bien Enfin, sûr. Bien sûr. ils sont, Ça crève les yeux. Ça crève les yeux qu'il y a un manque il y a du talent, mais il y a un manque d'expérience. Tu parlais du manque d'expérience des joueurs de Marseille. Je trouve que c'est encore plus fort du côté de Ouais, Monaco. Et, parce que t'as et quand même des là, joueurs aguerris. T'as quand même des joueurs aguerris. T'as quand même Højbjerg, t'as quand même Greenwood. On a l'impression. Enfin, Greenwood a quand même 24-25 ans. Donc, bien sûr. il y a des joueurs, voilà. Paxao, bon, bah, au PSV, enfin, je sais plus si c'était au PSV ou Ah, fait énorme. à Feyenoord, pardon. C'est une équipe qui joue régulièrement quand même au moins une compétition européenne. Donc, il faut augmenter le rythme, c'est sûr, pour ces deux équipes-là. Euh, le truc que n'a plus le PSG, que pouvait avoir le PSG au début de l'ère Qatari, avec quand Verratti a démarré, quand Matuidi était là, c'était des joueurs qui étaient forts, bien sûr, mais ils n'avaient pas l'expérience autour. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, avec ce genre d'inexpérience, pour finir un peu sur le volet Monaco, mais euh, comment est-ce qu'on peut pronostiquer la suite du calendrier qui est vraiment pas évident? Galatasaray, Real de Madrid et la Juve. Honnêtement, quand j'ai regardé les calendriers, je te cache pas que je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on fait pour dire au Monégasque qu'il va falloir chercher un troisième coach pour finir la saison? Parce que alors c'est pas du tout ce que je souhaite à Pocognoli, qui est vraiment un super coach que j'apprécie énormément. Je lui souhaite vraiment de réussir, mais au fond, on a emmené Pocognoli pourquoi? Pas pour la Ligue 1. Enfin, à 18 heures, réussissait déjà en Ligue 1. Quand je dis réussissait, il finissait deuxième ou troisième derrière le PSG qui malheureusement était injouable. Je dis malheureusement pour le suspense, hein, je suis fan du PSG, mais le suspense est un peu naze. Sauf cette saison, bien entendu. Mais c'est pas pour la Ligue 1 qu'on a amené Pocognoli, en tout cas pas que, même si c'était aussi mal embarqué à un moment donné, et ça l'est encore un peu actuellement. Mais j'ai l'impression qu'il fallait quand même apporter un électrochoc sur la scène européenne, parce que je pense que Monaco, c'est pas qu'ils visent la Ligue des Champions, mais ils visent quand même d'aller un peu plus loin quand même que d'habitude. Mais là, Galatasaray qui a Osimhen qui est assez en forme actuellement. Heureusement, il ne joue pas à domicile à Galatasaray parce que Galatasaray est invaincu. Enfin, était invaincu jusqu'à cette cinquième journée où ils ont perdu contre Lyon Saint-Gilloise. Mais le Real de Madrid et la Juve bien sûr qui n'est pas en grande forme, mais qui reste quand même la Juve et qui en plus, comme on l'a dit, ce format de Ligue des Champions, c'est un format qui poussera les gros clubs en mauvaise forme, mais qui sont encore presque playoffables, à se donner à fond au mois de février-mars. Et là, pour le coup, jouer la Juve, cette Juve-là qui reste quand même, voilà, la Juve, même si c'est pas du tout la Juve qu'on a connue, toi et moi, mais ça reste quand même compliqué pour un groupe comme ça. Et je t'avoue que moi, je les vois pas prendre le moindre point, et j'ai peur que ça pousse Pocognoli peut-être pas démissionner, mais en tout cas peut-être partir. Non, moi je pense pas qu'ils vont me pousser à partir comme. Enfin, parce que faut quand même, je pense que la direction monégasque, enfin, s'ils gardent un petit peu de lucidité, ils vont se rendre compte que le calendrier est très Oui, bien sûr. compliqué et que l'erreur, elle s'est faite avant. C'est sur des matchs, pas fausse, tu dois prendre 3 points. Pas fausse, tu dois prendre 3 points et t'es pas dans l'urgence. Mais Galatasaray, pour moi, ça fait peur sur le papier, mais c'est une équipe que tu peux battre si tu mets l'intensité pour le faire. Là, pour le coup, il va falloir mettre de la folie. Ça tombe bien, à Monaco, il y en a. À Kliouche, il est là. Enfin, il y a des joueurs qui sont là pour mettre de la folie. Mais il faut que ce soit. Les erreurs bêtes derrière, faut plus en faire. Mm. Mm. Et malheureusement, t'as avec un jeune coach, même s'il a un peu d'expérience quand même en Belgique, t'as un jeune groupe. Sur des matchs comme Galatasaray, tu peux la jouer un peu. Allez, vas-y, on n'a rien à. De toute façon, il faut se dire, sur les 3 matchs, moi je pense qu'il faut Ils ont partir plus avec rien une à perdre. mentalité de se dire, t'as rien à perdre. T'as plus rien à perdre. Parce que sur le papier, tu perds contre Galatasaray, tu dis, bon, ok. Tu perds contre le Real.
c'est normal, c'est le Real. Mm. Tu peux avoir cet argument-là, de te dire, c'est le Real. Tu perds contre la Juve, tu dirais, ah, mais la Juve, ça revient bien. Mm. Tu peux avoir un peu ces trucs-là de se dire que, effectivement, ça c'est des équipes qui, voilà, c'est des équipes européennes. Galatasaray, même si ça va jamais très loin, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et ils ont toujours leur nez dans la compétition et ils grappillent toujours des points à droite à gauche. Le Real reste le Real, même si c'est un Real très friable, mais avec un jeune coach aussi finalement, parce que Xabi Alonso, on est beaucoup sur ses accomplissements à Leverkusen. Il était porté par un groupe, mais qu'il avait formaté. Là, il est arrivé, il y a eu une compétition, on l'a jeté dans la fosse au lion avec une compète qui ne sert à rien au mois de juillet. Il a fait ce qu'il a pu parce que le groupe, il le découvrait finalement. Après, il y a eu le championnat démarré directement, donc il n'y a pas vraiment eu de temps de pause, de se dire qu'est-ce que je veux vraiment mettre en place. Il y a les problèmes en interne avec ses stars. Euh, pour moi, c'est un Real qui est en reconstruction. Pour moi, le Real, même si on peut pas entendre ça, c'est pas entendable pour le Real, mais il va falloir encore une autre saison blanche pour se rendre compte de ce qu'il faut faire. Non, Mais, j'aime pour entendre moi, ça, j'aime bien entendre ça. Monaco a ses chances. Pour moi, sur les deux prochains matchs, enfin sur les trois prochains matchs, la Juve aussi, il y a ses chances. Mais il faut mettre de la folie et que le coach drive bien sur la vidéo, sur les placements défensifs. Limite, ça va être ça, limite, ce que tu disais, un peu jouer à l'Atalanta, s'il faut rester un peu en ronde d'observation pendant la première mi-temps et se dire on prend pas de but, on se rassure, bah, il faut faire ça. Et peut-être c'était le plan contre Pafos aussi, mais ça s'est pas vu. Non, je sais pas Ça s'est vu, pas voilà. vu. Mais effectivement, on verra tout ça, effectivement. Surtout que c'est quand même le même Monaco qui a réussi à tenir le nul face à City de Guardiola. Il y avait déjà Pocognoli qui était déjà là. Donc, il sait s'y faire face aux grandes équipes. Du moins, il l'a prouvé au moins une Je fois. pense que les équipes un peu faux-folles comme Monaco, parce que c'est une équipe un peu faux-folle, ça va dans tous les sens, quand ils jouent contre des gros, ils se challengent eux-mêmes. Parce qu'ils Hmm, savent que une erreur, hmm. elle se paye cash. Ouais, bien Donc, sûr. du coup, ils se challengent un peu dans leur tête, je pense. Ouais, bien C'est sûr, aussi non, je pour ça comprends. qu'ils ont obtenu une nulle contre City. Voilà, voilà. On verra en tout cas pour la suite. On va finir rapidement avec le PSG parce que bon, voilà, le PSG se porte plutôt bien, donc on va pas trop débattre là-dessus, bien qu'on pourrait, parce qu'il y a quand même des choses à Mais revoir quand même. moi, il y a des choses sur le PSG, pour le coup, où je me dis que, donc du coup, d'avoir été champion d'Europe, très bien, mais moi, il y a trop de fissures. Et sur le match Mhm. contre Tottenham, où je me Ah oui. dis, contre des adversaires un peu plus pragmatiques, parce que Tottenham, c'est foufou aussi, c'est un peu, ils sont pas dans une très bonne période aussi, donc ils se cherchent encore un peu. Quand on voit Kolo Muani, c'est son premier but, c'est ses premiers buts là-bas. Bah, tu sens qu'il y a encore une équipe qui se cherche. On l'a vu beaucoup chercher Richarlison. On a vu essayer de combiner beaucoup avec lui. Donc, moi, c'est encore une équipe qui, offensivement, qui se cherche. Et moi, je me dis, contre une équipe un peu plus pragmatique, je pense que tu jouais là, de la même façon dont tu as joué contre l'Inter, par exemple, parce que tu as déjà Ouais. joué contre le Bayern et tu as perdu. Mhm. Tu jouais comme ça encore. Tu perdais encore. Ouais, c'est possible. C'est Je possible. pense que tu perdais encore. Je pense que contre une équipe un peu plus tenace, après, je dis ça, mais l'Inter a perdu, a perdu Non, aussi. mais c'est la marque des grands clubs, je pense, qui, on se souvient des fois des performances du Real Madrid qui parvenaient à gagner en étant mauvais ou en n'étant pas aussi bon qu'on le pensait. Et je trouve que avec Luis Enrique, qui doit composer avec pas mal de blessures, je pense pas qu'il a réussi à aligner le même 11 deux matchs de suite en Ligue des Champions, je peux me tromper. Euh, il parvient à nous permettre d'imposer un système qui est pas basé sur le pragmatisme, qui est basé aussi sur la folie, sur le fait de, allez, on va un peu lancer les chevaux à un moment donné dans une séquence et on va réussir à avoir un Vitinha qui va mettre trois buts incroyables, Nuno Mendes qui va sortir un but, qui va faire un déboulé comme il est fait d'habitude, mais qui aura tout l'espace parce que Barcola va rentrer dans le centre, donc va lui laisser l'espace. C'est vrai.
Mais justement, je pense que c'est la marque des grands maintenant, ce que le PSG n'aurait pas réussi à faire par le passé, de réussir à gagner tout en étant mauvais. Parce qu'ils sont pas bons dans le jeu. Enfin, ils sont pas. Il y a vraiment, ils sont moins rassurants, clairement moins rassurants que la saison passée. Et même, même en championnat, je trouve. Ils sont moins Mm. rassurants dans le jeu que la saison passée. Ils ont moins de joueurs à disposition, c'est vrai, mais ils jouent moins bien que la saison passée. Et pourtant, ils sont encore là, deuxième derrière le leader Arsenal qui est intouchable. Mais cela étant dit, non, bien entendu, je charriais en disant qu'il n'y a rien à dire. Il y a des choses à dire parce que dans le jeu, tout n'est pas rassurant. Cela étant dit, ça gagne. Par contre, il y a un joueur qui me fait vraiment lever les sourcils de plus en plus. Je sais pas si on a le même, mais moi, Bradley Barcola, ça fait depuis février qu'il n'a plus marqué le moindre but en Ligue des Champions. C'est le joueur qui est pourtant le plus régulier dans la feuille de match, sur la feuille de match de Luis Enrique parce qu'il y a tellement de blessés. Et bravo à lui d'être régulier, bravo à lui de bien être en bonne santé, etc. C'est aussi une qualité de pouvoir être disponible. Euh, mais attention, on a un PSG qui n'a pas de serial buteur en Ligue des Champions, c'est bien, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de joueur qui est régulier en Ligue des Champions pour marquer. Et quand tu es face à un Bayern qui a Kane, au Real qui a Kylian, même à Dortmund qui a Guirassy, à un moment donné, si tu n'as pas ce Barco-là qui parvient, parce qu'il a les qualités que d'autres n'ont pas dans son effectif, de pouvoir marquer, parce que les occasions, il les a. Ça, il les a. Mais maintenant, on attend de lui plus de réalisme, et il l'a prouvé d'ailleurs l'année passée avec 21 buts, toutes compétitions confondues. Euh, Il est Maintenant, capable de j'enlève en marquer. rien son travail il a une activité incessante sur l'aile. Il travaille vraiment sur le pressing. Mais fais, fais-nous plus, quoi. Là, on t'a pris pour aller plus loin. Et ça, pour moi, avec les autres matchs qui arrivent, on va attendre de lui un peu plus. Je suis un peu d'accord. C'est un peu trop en dents de scie quand tu sais qu'un Désiré Doué à la place, c'est là, ça met de la folie, ça, et c'est constant. Donc ouais, il faut qu'il fasse attention. Moi, par contre, s'il y a un joueur où je me dis, mais waouh, c'est une évolution, moi, c'est Joao Neves aussi, dans ses Ouais, déplacements, dans ses courses, toujours face au jeu, toujours face ballon, toujours bien orienté quand il faut. Et il est sur la récupération, hein, que Lucas Hernandez, lui, c'est plus des problèmes mentaux, je pense qu'il va falloir qu'il comprenne. ouais, d'accord. Et je pense que Luis Enrique, il en a marre. Ouais, Parce qu'à chaque fois, il pète des plombs. Et il n'y a pas besoin en plus. Et non, moi, c'est la paire Vitinha, Joao Neves. bien sûr. Vitinha, ok, tributaire de. Il perd un ballon qui amène un but, certes, mais ce qu'il t'apporte dans le jeu, dans la dimension qu'il a pris, pour moi, c'est le seul qui est encore régulier par rapport à l'année dernière. Et Bien sûr. où, avec Pacho derrière, et Pacho est récompensé par un but aussi. Bien sûr. Pacho, moi, me rassure plus que Marquinhos Hum. sur ce que je vois. Euh, Paris, c'est une équipe qui, pour moi, encore comme l'année dernière, ça va être en dents de scie jusqu'à janvier-février. Et puis en février-mars, ils vont débouler parce que tout le monde Il va va récupérer des revenir. joueurs. Ouais, Voilà, ils vont revenir. Et puis Luis Enrique, si tu regardes bien Luis Enrique, quand il a gagné beaucoup, même avec le Barça, la première partie de saison, c'était toujours un peu en dents de scie. On se disait, ils sont quand même hum, prenables, hein, hum. ces équipes. Et après, ils accélèrent. Donc, T'as raison. moi, j'attends vraiment février-mars pour avoir vraiment un œil sur Paris, que ce soit en championnat. Et ce qui va peut-être changer la donne par rapport à l'année dernière, c'est qu'ils avaient plié assez rapidement le championnat l'année dernière. Hum. Là, cette année, ils sont pas maîtres en championnat. Donc, est-ce que ça va rentrer dans la balance? Ouais, à voir. On va voir. Mais je garantis pas que Paris, cette saison en Ligue des Champions, je pense que ça va aller loin. Je pense que ça va faire un quart demi, je pense encore. Hum. Mais le championnat risque de leur mettre une épine dans le pied parce que je pense que je vois pas d'autres équipes sur le top 5 réduire la marge. Ouais. Je vois pas Marseille ralentir, même si je les vois perdre des points un peu bêtement à droite à gauche. Mais je vois Paris les perdre aussi. Là, pour le coup, on est vraiment sur un championnat qui est, pour le coup, avec les blessures du Paris Saint-Germain, et je pense que Marseille a la meilleure équipe depuis au moins une quinzaine d'années. Depuis le titre. Depuis le titre, on n'a jamais eu une équipe aussi complète. Malgré les absents, on a quand Hum. même des jeunes qui peuvent intégrer le groupe. Euh, là, le gros souci que va avoir le PSG, c'est de gérer les deux compétitions. Chose Ouais. qu'ils n'ont pas eu à faire depuis des années. Et c'est très bien pour le football français en général. Et ça va peut-être pousser aussi les Parisiens à sortir d'autres ressources. Mais attention, encore une fois, tu as beaucoup de joueurs fragiles. Et on va pas se mentir, il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer la Coupe du Monde.
bien Est-ce sûr. que certains vont pas baisser le pied en se disant, Lucho, bah écoute, moi, ok, pas de souci, je veux gagner des trophées aussi, mais il y a la Coupe du Monde. Et je pense Ouais. qu'un Ousmane Dembélé aura peut-être pas le même rendement s'il n'est pas en forme. Ouais, non, Il bien aura sûr. peut-être pas le même rendement sur la fin de saison. Moi, c'est plus ça qui va me poser question, c'est plutôt l'après. Parce que moi, là, je sais que bon, Paris va être au petit trot. C'est très bien pour eux de finir dans le top 8. Ça fait quand même un peu de récup. Et Mm, on sait que finir dans les deux premiers cette saison, ça te permet de jouer tous tes matchs retour à domicile. Chose qui n'était pas le cas l'année dernière. mm. Euh, donc, mine de rien, euh, ça joue un peu dans les têtes de se dire que au match aller, tu sais pas où tu vas, mais match retour, tu sais que tu reçois. Je dis pas que tu as une marge d'erreur, mais tu peux te permettre d'être un petit peu plus tranquille. Quand je vois, par exemple, en prenant Arsenal, à l'Emirates, on est rarement embêté. Ouais, tout à fait. On a rarement été embêté. Je crois que c'est le Bayern, c'est la première équipe qui marque en Champions League, alors qu'on a joué l'Atlético il y a pas longtemps. Donc non, mais moi, Paris, je suis pas inquiet, même si dans le jeu, c'est brouillon. Ça va se réveiller Ouais. et ça va exploser sur la fin de saison. Ils vont faire une fin de saison comme l'année dernière. Ouais, exactement. C'est tout ce qu'on. Pourquoi pas Ousmane aller chercher un deuxième ballon d'or? Avec une grosse Coupe du Monde derrière, moi je suis pas. Je serais très content pour Je lui. suis tout à fait Je serais d'accord avec très cette content. prophétie, tout d'accord avec cette prophétie du coach K. Voilà, donc c'est sur ça que on Euh, finira cet épisode. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et sur les réseaux. On est partout sur TikTok, Twitter et bien sûr ici sur YouTube. En tout cas, coach K, c'est un grand plaisir. On aura sûrement l'occasion de parler un peu d'Arsenal parce que voilà, on a quand même besoin de savoir ce qui se passe du côté de l'Emirates, même si ce sera peut-être pas avec moi. avec plaisir. Non, mais en tout cas, un tout Avec grand plaisir. merci. Un tout grand merci. Et Merci à salut les toi pour gars. l'invitation et à bientôt.